Allez, je commence. Steph Rapri, j'ai rejoint le CEFSI il y a 4 ans et la sensibilisation depuis 3 ans. Et dans ma vie normale, je sensibilise aussi les usagers, les chefs d'entreprise, les élus. Bonjour à tous, Carole Degmund, donc je suis membre du groupe sensibilisation depuis pratiquement le début, aussi à peu près 4 ans. Au quotidien, je sensibilise et je suis également co-autrice d'un ouvrage sur les clouds publics et la souveraineté, que je passe le relais à Laetitia. Alors bonjour à tous, merci en tout cas de nous faire intervenir pour présenter nos actions de cette année. Alors moi je suis Laetitia Soyer, je suis au CEFSI depuis encore plus longtemps, 6 ans exactement, je commence à compter. Voilà, donc j'ai vu naître en fait les sujets de sensibilisation. Avant, Nassira avait déjà ce sujet très à cœur et il avait démarré avec ses 2 mains. Et du coup, moi, je travaille sur des sujets au niveau de la continuité d'activité aujourd'hui et de la gestion de crise. Et auparavant, une belle carrière en cyber aussi. Et moi, je suis l'invitée intrus. Donc, vous voyez, je suis pas sur la photo. En fait, j'ai été invitée par Nassira pour vous présenter un ouvrage que je publie aux éditions Duno et que j'aurai le plaisir de vous présenter au cours de la présentation. Voilà. Bon, alors je vais avoir la lourde tâche de présenter. Donc en fait le but, donc je vais présenter moi le premier point. Donc la genèse, l'évolution du groupe et les missions principales. Et puis après il y aura un relais entre Laetitia et Steph pour les zones d'intervention, nos actions, nos partenaires. Et puis en fait par la suite nos perspectives. Et la belle découverte, elle s'est déjà introduite. Voilà, je voulais faire une petite surprise, mais c'est loupé. Donc voilà. Alors, je voudrais vous replonger un petit peu dans le passé et repartir. C'est pas retour vers le futur, mais c'est un petit peu pareil. En 2018, donc au démarrage du groupe de travail sensibilisation. Donc 1 an plus tard, on a eu les premières interventions donc avec des parents au niveau de la sensibilisation et puis des fonds documentaires qui ont été créés. Et un peu plus tard, donc il y a eu un gros boost en 2020-2021. C'est là où il y a eu la première démarche, une démarche de déploiement en fait de toute cette stratégie de sensibilisation et la création des premiers kits de sensibilisation. En 2022, ça s'est largement développé, tout simplement parce qu'au départ, on était sur l'Île-de-France et après, on a eu une logique territoriale, puisque c'est un déploiement sur le territoire national. Et avec l'équipe du groupe sensibilisation, il y a eu un enrichissement des kits pédagogiques utiles donc pour les interventions, les ateliers. Et en parallèle, il y a eu la création de la chaîne YouTube Child for Cyber. Ensuite, en 2023, les interventions se sont poursuivies. Il y a eu également un renouvellement des membres de l'équipe. Comme vous savez, nous sommes bénévoles. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais nous sommes tous bénévoles au niveau du GT. Donc, ça s'est élargi, ça s'est renforcé. Et également, on a continué à développer des partenariats assez importants, ce qui nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, donc sur 2024, on arrive à la possibilité d'avoir une offre de service, notamment répondant aux besoins qu'on a, parce que c'est la question qui pourrait être posée par la suite. En fait, nos actions de sensibilisation, c'est à la demande aussi, au niveau territoire, au niveau des écoles et d'autres lieux qui peuvent être d'éducation populaire, autres que les écoles. Et puis également, je tiens à le noter, d'élus. Donc on a eu le cas d'élus qui nous ont même demandé de faire de la sensibilisation. Même avant 2024. Donc c'est quelque chose qui s'intensifie. Peut-être que Steph pourra en parler un peu plus tard. Ensuite, il y a des projets aussi avec des partenaires, donc des vidéos, des livres. Aussi un projet en cours qu'on développera peut-être au niveau BD. Et également, on est sollicité pour la présentation de métiers et il y a maintenant, ça a évolué en 2024, des ateliers en milieu scolaire et on peut parler d'école pilote. Voilà. Donc, on continue.
Alors maintenant, l'idée, c'était de vous présenter succinctement la mission en fait du groupe sensibilisation. Donc vous l'avez compris, donc on sensibilise les jeunes enfants dès le primaire. On peut dire grosso modo dès l'âge de 5 ans. On a des possibilités d'action, d'ateliers adaptés au groupe de travail et on participe également donc à son orientation. Alors on parle de rôle modèle, je vais en parler un peu plus tard. Effectivement, c'est des relais pour pouvoir les sensibiliser au mieux. On a mis les chiffres des 2 dernières années pour que vous voyez effectivement notre évolution. Donc en 2023, on avait un certain nombre. Aujourd'hui, en 2024, on a énormément de jeunes sensibilisés. On a mis les adultes tout confondus, c'est-à-dire qu'on a évidemment avec les jeunes des parents, des professionnels de l'éducation. On est aussi effectivement en lien avec des personnes associatives et on fait toujours appel à des volontaires pour nous rejoindre, pour mener cette action. Donc on a au niveau du GT donc cette notion d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on forme des ambassadeurs à la fois sur ce qu'on a construit, également qui adoptent aussi nos valeurs et notre éthique. Donc aujourd'hui, on a une vraie relation de confiance qui est avec des interventions régulières, donc dans plusieurs événements, milieux scolaires. On est même aussi appelé à intervenir pour des tables rondes, conférences, donc ça, ce sera évoqué un peu plus tard. J'ai été assez longue, mais j'ai essayé d'être succincte aussi pour que vous compreniez bien la genèse, l'évolution et nos missions. Et là, je vais passer donc le relais à Laetitia pour que vous voyez un petit peu notre zone d'intervention et elle continuera sur la suite. Merci Carole. Donc là, juste on vous a mis un peu l'évolution par rapport à une carte qu'on avait présentée déjà l'année dernière. Et les zones qui sont en vert, c'est l'étendue qu'on a fait cette année, où on a en fait un petit peu plus de territoire couvert finalement. Alors quand on dit couverture, c'est une intervention, je minimise quand même, une intervention à un endroit donné ou dans une ville donnée. Mais cependant, voilà, ça fait des petits et quand on intervient à un endroit, le bouche à oreille fait que ça s'étend après comme on a pu le faire en Île-de-France. Pour vous donner une représentation sur ce qu'on a fait depuis 2018, on va être fiers de le dire, on a dépassé les 1200 sensibilisations. Ça paraît faible par rapport à d'autres interventions. On travaille avec d'autres associations qui font plutôt des interventions en mode plénière ou en mode on sensibilise toute une classe. Pourquoi nous, les chiffres sont pas si énormes que ça? Parce qu'on s'attelle à faire des sensibilisations par petits groupes de 8, au plus près des individus, que ce soit les adultes comme les enfants, pour être vraiment au plus proche de leur pratique. Au niveau des enfants, sans être dans la suggestion, parce que on peut nous reprocher aussi, il y a une limitation à faire de suggérer, d'utiliser WhatsApp, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de WhatsApp, par exemple, surtout sur les plus jeunes. Donc voilà, des choses comme ça. Donc ce qui explique qu'on avance petit à petit, mais sûrement. Alors sur ce sujet-là, c'est un début d'offre, mais j'ai surtout envie de vous faire un retour d'expérience par rapport aux sensibilisations qu'on a fait. Les petits mots, on aime bien jouer sur les mots, les nuages de mots, parce que ce sont chaque fois, lors de nos ateliers, les mots que nous indiquent les enfants lorsque on leur parle de sécurité ou de cybersécurité. Et parfois, c'est très ressemblant à la sécurité, mais pas forcément tout. Il y a de l'imagination, il y a du chat, il y a même du GPT. Voilà. Il y a du chat GPT qui est arrivé pour faire le lien avec. Donc du coup, ce que nous disent les enfants, en fait, c'est qu'ils découvrent à travers nos ateliers ce qui est vraiment une donnée personnelle. Ils n'ont pas l'impression ils pensent que c'est juste leur nom, leur prénom, mais une image, ils n'en ont pas conscience. Une adresse email, pour les plus grands, pas toujours non plus. Une pièce d'identité, c'est un papier. Ils savent même pas ce que c'est. Voilà. Après, je parle des plus jeunes aussi. Ils nous font des retours du genre que les exercices, en fait, sont amusants parce qu'on leur met des petits pièges. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont adoré aussi? Souvent, on est dans des événements. Alors là, c'est moins en milieu scolaire, mais sur des événements publics. On est sur des événements
où c'est des stands autour du numérique. Et ils nous ont fait la remarque comme quoi c'était plus changeant. Ils ont adoré parce que sur les autres stands, c'est vraiment très numérique. On arrive, ils sont sur des ordinateurs, des tablettes, etc. Et nous, on est vraiment sans numérique. On fait de la sensibilisation par l'échange, par le jeu, par l'échange. Et donc du coup, ça crée l'interactivité et on oublie finalement l'écran. Ça n'empêche pas de parler d'écran, de donner des exemples. Mais il y a un petit frein, c'est qu'en milieu scolaire, on s'interdit de utiliser les téléphones. Ils n'ont pas le droit de sortir leur téléphone de leur cartable. On ne les sort pas, donc nos ateliers sont quand même adaptés du coup pour le faire. Les usages aujourd'hui du numérique ont évolué. Si je vous donne un pourcentage sur on a à peu près 3% d'enfants qui n'ont pas de portable, ce qui est assez faible, avec une puce. Je précise, parce qu'il y en a qui ont des portables mais sans puce. Et par contre, on a un très très gros progrès au niveau du contrôle parental. Et là, on est vraiment, sur le peu qu'on a sensibilisé, on est vraiment ravis. Entre l'année dernière et cette année, c'est flagrant. On est vraiment sur, du coup, toujours un 3%, mais 3% d'enfants qui n'ont pas de contrôle parental sur leur téléphone. Donc, les mœurs changent et ça, c'est bien. Cependant, les parents sont toujours en demande, en fait, de comment faire pour contrôler. Les enfants sont toujours en train de tricher, de demander du temps en plus, etc. Et passent souvent ce rôle éducatif au milieu scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissent la responsabilité dans le milieu scolaire en disant de sensibiliser, d'expliquer comment bien utiliser les écrans, sauf que nous on intervient aussi auprès des parents pour leur dire qu'ils ont un rôle à jouer, qu'il faut qu'ils échangent avec eux et on leur donne aussi tout ce qui pourrait arriver s'ils regardent pas ce qui se passe sur les écrans, mais parce que le contrôle parental ne fait absolument pas tout et voire même je dirais presque absolument rien à part de bloquer et de permettre aux parents de surveiller. Mais s'ils ne surveillent pas, s'ils regardent pas, ils ne peuvent pas créer de l'échange avec leurs enfants. Voilà sur cette partie-là. Merci Laetitia. Effectivement, moi de mon côté, ce que je voulais rajouter, c'est que suivant les régions, on n'a pas le même comportement des enfants et des parents. En région Grand Est, par exemple, on a eu des comportements beaucoup plus mesurés, avancés de la part des parents, des grandes sœurs ou des grands frères, voire des éducateurs. Ou ce qu'ils nous ont dit, c'est que eux, ils ont vu des choses il y a 10 ans en arrière. Ils veulent pas que leurs cousins ou leurs propres enfants ou leurs propres sœurs et frères puissent tomber sur le même contenu. Donc, on sent une évolution plus, plus pratique, parce que souvent, malheureusement, les parents sont totalement perdus devant l'outil numérique. Il faudrait déjà qu'ils commencent à mettre un mot de passe sur leur téléphone ou qu'ils ne le donnent pas à leurs parents, à leurs enfants. Qu'ils arrêtent les 1, 2, 3, 4, qu'ils arrêtent les symboles tout simples. Ou pire, quand ils sont dans les files d'attente des grandes surfaces, ils donnent le portable à l'enfant pour le calmer. Moi, dans mon métier, je suis régulièrement dans des grandes surfaces et je suis attristé de voir ça. Et au niveau des PC Sécu, les agents de Sécu sont aussi abasourdis de voir ça. Si l'enfant n'a pas son doudou numérique, c'est l'émeute dans le magasin. Et on peut rien faire. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi dans cette avancée cette année, c'est qu'on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent et des entreprises qui nous rejoignent, ce qui nous permet de proposer sur certaines tranches d'âge un atelier plus adapté, avec un petit stylo qui est bien pratique en fin d'atelier. Les personnes qui ont eu le meilleur résultat ou qui ont trouvé toutes les fonctionnalités de l'objet vont le gagner. Il nous est offert donc par un sponsor. Et après, on n'oublie pas non plus qu'il y a aussi d'autres personnes qui nous ont rejoints, comme Concio. Après, moi, à mon niveau, je suis beaucoup en région. Donc, à la base, je suis dans les Alpes-Maritimes, côté Monaco. Monaco, ils ont un autre accompagnement que nous. J'essaye de m'en inspirer, à ma modeste, ce qu'on peut faire. Mais après, ce que je veux dire ouvertement, en France, c'est un sujet hyper important. Et ça fait des années que, malheureusement, on avance pas à pas. Et comme j'aime bien à dire, comme Laetitia a bien précisé, on est une des rares personnes à utiliser des outils purement papier, crayon. On est sur des ateliers qui sont tactiles, sans numérique.
alors que, comme a dit Laetitia, on est régulièrement sur tout le reste. Voilà. Donc après, on peut parler aussi de cybermalveillance avec qui on a commencé à avancer un petit peu plus pour travailler avec eux. Nous, comme a dit Laetitia, on fait moins de sensibilisation, mais on est sur la sensibilisation de proximité. On est ce qu'on appelle faire du terrain. Effectivement, c'est ce qui nous permet de nous départager, de proposer une solution différente par rapport à d'autres acteurs sur le marché. Parce qu'effectivement, c'est devenu un marché, la sensibilisation des enfants, des parents, des grands-parents, et on n'oubliera pas les élus, parce que j'ai déjà eu affaire à des élus qui malheureusement n'avaient pas eu la meilleure sensibilisation avant de publier des choses sur Internet. Bon, après on est assez assez friand de livres, donc c'est pour ça qu'on a un peu tous ces partenaires, parce qu'on distribue aussi des livres de sensibilisation directement dans les bibliothèques des écoles scolaires, et donc ça donne un petit peu en plus de nos ateliers. Vas-y pour les interventions suivantes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a un avantage avec tous nos formats papier, les livres, c'est qu'un livre, il n'a pas besoin de pile. Il fonctionne avec de la lumière ou sans lumière. L'enfant, il peut le lire n'importe où. C'est pas une addiction, un livre. Pour l'instant, j'ai pas vu d'enfant addict à un livre. Voilà. Donc, on intervient régulièrement sur plusieurs endroits. Dans moins de 15 jours, on va être à Valence pour parler des métiers, de sensibiliser aussi les jeunes étudiantes aux usages du numérique. Et le lendemain, à Valenceville, il y a un Fab Lab, le Fabrico, et on est en train de monter des ateliers pour 2 tranches d'âge, pour justement sensibiliser en région, en cœur de région, parce que Valence, c'est vraiment différent de chez nous. Je rends la main, en n'oubliant pas de dire de vous abonner bien à nos chaînes YouTube, parce que depuis le temps qu'on le dit, il faut y aller. Donc voilà, je vous remercie en tout cas, parce que là, le temps est serré, et je passe la main, effectivement. Vous m'accordez combien de minutes? À l'invité surprise. Alors Sarah, juste 30 secondes, je voulais juste terminer. Vraiment, dans 10 secondes, parce que on l'a pas spécifié, on s'inscrit vraiment dans une démarche inclusive. C'est-à-dire que, parce que ça n'a pas été spécifié, on a tout public, même des publics en situation de handicap. Donc ça, c'est quand même important de le mentionner. On a eu, moi j'étais avec Steph, des enfants. Et il y a une approche spécifique à avoir, et on est en train d'avancer également sur le sujet pour être entouré là-dessus. Voilà. Je passe la main à Sarah, désolée. Et puis là, je te laisse présenter. Je vais tenir sur le temps qui est alloué. Donc, déjà, je vais juste me présenter. Je m'appelle Sarah Sellos, je suis ingénieure militaire à la Direction Générale de l'Armement. Je suis spécialisée en informatique, en numérique et en cybersécurité. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'Annecy. Et je remercie le CEF6 de me donner l'opportunité de présenter un livre que j'ai coécrit avec mon collègue, mon ami et mon mentor, qui s'appelle Nicolas Fouville. C'est lui qui m'a entraîné sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, et qui est aussi spécialiste cyber à la Direction Générale de l'Armement. Donc, c'est quoi ce livre? Eh bien, le livre J'apprends à hacker, ça s'appelle J'apprends à hacker. C'est un livre pour faire découvrir le hacking éthique et la cybersécurité aux enfants à partir de 9 ans. Alors, c'est un livre qui est interactif, qui s'appuie sur une plateforme de jeu. C'est une plateforme de type CTF, capture de flag. Cette plateforme, elle est accessible en ligne, elle est déployable en local sur un ordinateur. Je rebondis sur ce qu'avaient dit mes consoeurs sur la partie numérique et interaction. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de challenges qui sont possibles de faire sur papier. Mais c'est un autre débat, donc on en reviendra peut-être plus tard quand on discutera. Mais bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit de résoudre 30 challenges de hacking éthique. Et ces challenges, pour les faire, il n'y a pas besoin de savoir coder. Il n'y a pas besoin de connaître des commandes système Linux hyper compliquées. Pour les faire, il faut juste savoir lire, écrire et compter, savoir faire des recherches sur Internet, faire preuve d'un peu de logique et beaucoup de curiosité. Mais pour autant, ce ne sont pas des challenges triviaux. C'est des challenges qui mettent en œuvre des véritables vulnérabilités qui ont été véritablement exploitées dans des vraies cyberattaques. Vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi apprendre le hacking éthique aux enfants ? Je vous laisse être attentif. Alors, pourquoi apprendre le hacking éthique aux enfants ? Eh bien, tout simplement parce que nous aussi, on veut contribuer à en faire des citoyens cyber-responsables dans un contexte où ils sont confrontés à Internet de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. Et effectivement, la sensibilisation s'est accrue dès l'école primaire, mais c'est une sensibilisation qui est très théorique, qui est centrée sur le cyberharcèlement, qui est un sujet important, mais qui ne permet pas de comprendre comment fonctionne le cyberespace et comment font les cyberattaquants.
On a voulu aussi leur montrer que le cyberespace était un monde magique, qu'on pouvait prendre du plaisir à faire de la cybersécurité, que ça pouvait être passionnant et amusant, puisque c'est des défis de hacking à résoudre. On voulait montrer que c'était accessible à tous, parce qu'il faut juste savoir lire, écrire et compter pour commencer à jouer. Et en fond, on voulait aussi agir en amont sur la mixité et la féminisation pour briser le plus tôt possible les stéréotypes. Et c'est important parce que moi, ça fait 3 ans que je fais des ateliers de hacking dans les écoles primaires, au collège et au lycée. J'ai vu 1 millier d'enfants. Eh bien, les enfants qui sont à l'école primaire vont pas du tout avoir la même approche que des enfants qui sont au lycée, au milieu de lycée. Ils vont pas se mettre les mêmes barrières, surtout au niveau des lycéennes. Est-ce qu'on peut passer à la planche d'après, s'il vous plaît? Alors, pour en revenir au livre, c'est 30 défis de hacking qui sont répartis en 5 catégories qu'on retrouve très classiquement dans les plateformes de CTF, mais l'originalité de notre démarche, c'est qu'elle repose sur une fiche pédagogique qui va les aider à résoudre ces challenges. Et on va en fait essayer de simplifier, vulgariser, expliquer des notions informatiques très compliquées. Et j'entends là-dessus, on va les confronter à des fonctions de hachage cryptographique. On va leur faire lire des codes sources. On va les confronter à des encodages. C'est-à-dire qu'on va pas rigoler. Et on commence le jeu, on part de 0, mais à la fin, quand on a fait les 30 défis, on a un niveau de connaissances techniques en informatique qui est bien plus élevé que la moyenne des adultes, et peut-être bien plus élevé que les adultes qui travaillent dans la cybersécurité ou dans l'informatique, mais qui n'ont pas un rôle technique. Je termine mon propos pour rentrer dans la planche. C'est la dernière planche, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais très vite, mais c'est ce qu'on m'a donné un cadre, donc j'essaie de le respecter. J'apprends à hacker, c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions Duno le 9 octobre dernier à l'occasion du Cybermois. On l'a fait coïncider avec cet événement. Il y a différents événements qui accompagnent cette publication avec des ateliers. Typiquement, il y a 4 places encore pour l'atelier à la librairie Erol au 5e arrondissement, si vous avez des enfants. Profitez-en. Et pour terminer, si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à hacker avec vos enfants ou les enfants de votre entourage, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai apporté un exemplaire de l'ouvrage. J'ai des cartes à vous distribuer. Je serais ravie d'en parler avec vous. Merci. Merci. Alors, merci et bravo à vous et bravo à toute l'équipe. On va prendre 1 ou 2 questions quand même, rapidement. Et après, on va faire une petite pause. Alors, y a-t-il une question? N'ayez pas peur, hein. Oui, mais même si il n'y a pas de question, ça m'arrange. Allez-y. J'aurais pas dû dire ça. À vous. Je voulais juste savoir ce que vous disiez, que c'était du bénévolat. Et combien de temps ça vous prend à l'année? Est-ce que c'est du coup votre entreprise qui vous paye, vous laisse du temps? Vous prenez sur vos congés? Voilà, c'était juste plus question pratique. Alors, à mon niveau, j'ai de la chance, je suis sur Monaco, on a des jours fériés en plus que je peux récupérer, cumuler. Donc c'est 80% de pur congé posé pour venir. Et des fois le reste, c'est de la récup ou des jours monégasques. Alors pour ma part, c'était des jours posés ou alors des interventions le week-end, puisque je suis intervenue avec Steph en région également, Occitanie et puis sur Mulhouse, voilà, Grand Est. Ouais. Pour globaliser la réponse, c'est pour ça qu'on s'étend, donc vous êtes tous les bienvenus. On est une trentaine aujourd'hui et donc ça permet d'avoir à minima une intervention par individu par an déjà, et c'est déjà super de faire ça. Donc juste pour on m'entend, oui. Oui, c'est juste bon. Juste pour compléter du coup, moi je suis réserviste au ComCyber au ministère des Armées, et il y a des conventions avec les entreprises qui sont signées, qui sont imposées un petit peu par, donc c'est un peu un appel aux élus aussi du coup, mais qui sont signées en fait avec les entreprises. Donc je vais participer, je suis Orange Cyberdéfense, et donc nous on a 20 jours d'octroyés en fait pour pouvoir faire de la réserve dans le monde de cybersécurité ou militaire. Et je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait être apporté par les élus, ou pour généraliser, et parce que moi ça pourrait m'intéresser, ce genre de choses, mais comme moi je dois avoir un jour pour une activité sociétale. Voilà, et en fait ça pourrait être intéressant de mettre en place ce genre de choses en entreprise en fait. Tout à fait. Je vous remercie pour votre intervention. On vous voit tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vais juste répondre à madame, puisqu'elle a parlé des élus, juste pour vous dire qu'il y a une PPL qui a été déposée dans ce sens,
par moi-même en fait en tant que telle, justement pour permettre de dégager du temps lorsque on veut être réserve. Moi-même, je suis réserviste. Voilà. Je vais juste compléter. Question de Nassira, c'est ça? Non, c'est pas une question, c'est pour c'est pas une question. Effectivement, moi aussi, je suis réserviste de la gendarmerie cyber. Je suis aussi assez engagée. Mais CEF6, c'est du bénévolat. Par exemple, pour Atlas cet après-midi, j'ai posé ma journée. J'ai pas été très disponible pendant les Jeux Olympiques parce que j'ai été en frontal sur ces sujets. Mais heureusement. Je fais pas tout CEF6. Heureusement qu'il y a une bonne équipe de bénévoles. On a plus que 500 que je remercie d'ailleurs. Hein. Ils sont là. L'équipe menée par Laetitia ça fait des années qu'ils développent des outils. Et heureusement, on a des partenaires comme Orange. Orange est notre partenaire sponsor qui nous sponsorise en fait. Sans l'engagement de nos partenaires, on peut rien faire. Il faut savoir que c'est pas les 50 € d'adhésion qui font vivre l'association. C'est plutôt nos partenaires qui nous subventionnent régulièrement sur les différentes actions. Encore appel à partenariat, s'il y a des entreprises. Alors, je fais appel à partenariat. D'autres exemples, mais ils vont venir à la table ronde tout à l'heure. C'est Concio qui nous développe en fait des vidéos et donc on fait de la co-construction ensemble entre technique et même connaissance cyber et puis la connaissance de nos ateliers. Et on a aussi, par exemple, Microsoft qui nous ont fourni des kits en libre blanc pour pouvoir présenter les métiers. Voilà, c'est une clé en main. Après, on apporte notre patte, mais donc, appel ça à facilite. Merci.